a des diapos. Cécile Dupart anime pour le plateau et toi tu animes la salle après au moment des questions. Voilà. Ah oui, moi je suis d'accord. On va là comme ça. 6 chaises comme ça, là, je me mets là. Oui, oui, d'accord. C'est vous qui parlez le premier? Oui, je te remercie. Je sais, mais bon, quand même. C'est la vie sexuelle et couple. Comment? Ah, bah oui, tu le mets comme ça. Après, il faut que tu le passes à Karim. Oui, le micro. Il y en a deux. Mais c'est d'abord Monsieur Curien qui va parler. On peut y aller? On va démarrer la dernière partie de l'après-midi.
donc sur la question de la vie amoureuse, vie affective, vie sexuelle, vie de couple. Donc ça va se passer en 2 temps. D'abord, nous allons écouter M. Curien, qui est de l'Alged et qui est chef de service à l'Alged. Et il vous présentera de façon un petit peu plus précise et qui va nous parler donc de vie affective et sexuelle et vie de couple. Merci. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, vous m'excuserez car je ne suis pas coutumier du fait et pour moi c'est une première d'intervenir comme ça auprès de familles, de professionnels sur cette question qui pourrait paraître un peu plus légère que le début de l'après-midi, mais qui, on verra, peut-être ne l'est pas tant que ça. La question d'où je parle, car je voudrais dire en préambule que je ne suis pas un spécialiste de la vie affective, et pourtant j'espère ne pas être dépourvu d'affect, et je ne suis pas non plus un spécialiste de la sexualité, et je crois non plus ne pas en être dépourvu. J'ai 3 enfants et une femme, donc tout va bien. Je voudrais dire, voilà, d'où je parle. Alors, tout simplement, pourquoi moi aujourd'hui? Peut-être parce que j'accompagne depuis un peu plus de 24 ans vos enfants, vos nièces, vos sœurs, vos frères, vos oncles ou vos tantes. Je ne sais pas la raison, en tous les cas pour les familles qui sont présentes ici. Et que peut-être ça me donne une certaine légitimité, tout d'abord auprès d'enfants pendant environ 6 ans et 15 ans auprès d'adultes, dans des structures d'adultes et d'hébergement, puis depuis 4 ans dans les organisations, puisque aujourd'hui, et depuis 4 ans, je suis chef de service d'un foyer de vie et d'un centre d'activité de jour. Alors, pour la deuxième diapo, les structures du médico-social. Elle passe toute seule? Oui, c'est lui. D'accord. Alors, il est vrai que moi, je parlerai vraiment à partir de ces structures-là, c'est-à-dire on a tout un panel d'accueil en hébergement de personnes dites déficientes intellectuelles ou porteuses de trisomie, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc du plus autonome à la plus dépendante. On a des services d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes qui vivent eux-mêmes en appartement, avec un service d'éducateurs qui peuvent intervenir sur le lieu des personnes et leur appartement. On a ensuite des structures type foyer d'hébergement pour des travailleurs ESAT. J'ai entendu tout à l'heure une dame qui est intervenue qui travaille en ESAT, donc voilà. Puis ensuite des foyers de vie. Donc c'est bien pour accueillir toujours des adultes, mais qui ne sont plus en situation de travail ou qui n'y ont jamais accédé. Et puis, plus récemment, depuis quelques années, des foyers d'accueil médicalisés pour des personnes plus dépendantes. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de dépendance et moins d'autonomie qu'il n'y a pas de vie affective ou sexuelle. Et ça, j'insiste énormément. Et depuis de nombreuses années, nous nous efforçons de prendre en compte cette dimension-là dans l'accompagnement éducatif. J'ai entendu tout à l'heure parler de formation d'éducateurs. C'est extrêmement compliqué de former, en tous les cas d'avoir une théorie sur la question de l'accompagnement, car moi j'insiste beaucoup sur l'individualité des situations qui sont à prendre en compte. Donc, on a parlé tout à l'heure, je vous ai entendu sur la loi 2005, je la trouve extrêmement intéressante. En amont, moi je reviendrai sur la loi du 2 janvier 2002, on en a un petit peu parlé à travers l'évaluation externe qui nous rattrape aujourd'hui, et c'est tant mieux. La loi 2002, en effet, elle nous a demandé de donner certains documents aux personnes que nous accueillons. Alors nous, on dit les personnes accueillies, j'ai entendu tout à l'heure que ça faisait un petit débat. On ne dit pas résident parce qu'en centre d'activité de jour, ça ne marche pas, ils ne résident pas. Donc on dit personnes accueillies. Et quand on veut faire valoir un peu les droits, on va même jusqu'à dire les usagers, puisqu'ils sont usagers d'une loi. Mais ce n'est pas toujours un très joli mot, donc on emploie plutôt personnes accueillies. Et ces lois nous ont demandé de réviser la plupart de nos documents, et entre autres, alors à l'Alged, dont je fais partie, on avait énormément travaillé sur les règlements de fonctionnement. Il faut savoir que historiquement, dans les institutions, souvent et malheureusement,
était mentionné sur la question de la vie affective, en tous les cas, et la vie sexuelle surtout, qu'elle était interdite. Ça allait à l'encontre même des droits des personnes accueillies, mais je crois que c'était plus une maladresse que plutôt de l'autoritarisme ou autre fonctionnement. Personne ne savait vraiment comment prendre en compte ces questions-là. Et depuis, alors que ces questions étaient récurrentes, hein, moi ça fait 25 ans que je suis dans le secteur médico-social, ça fait 25 ans que j'entends parler de la vie affective et sexuelle des personnes. Du coup, les textes ont évolué, les règlements de fonctionnement ont rappelé que non, l'interdit ne peut pas exister, que l'intimité était respectée et était accompagnée. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'écrit qu'on sait le faire. Donc, on a essayé de réfléchir à l'ALGED, et c'est, je crois, en 2004 qu'a été créé ce qu'on a appelé la VASC. Alors, la VASC, c'est la vie affective, sexuelle, la vie affective, sexuelle et couple des personnes accueillies. Qu'est-ce que la VASC ? La VASC, c'est un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement, plusieurs fois par an, qui est formé de professionnels cadres et de professionnels non cadres, qui est formé de familles et de l'ensemble des structures d'hébergement, mais aussi des ESAT, car ils sont aussi confrontés à ces questions-là en ESAT. Et aussi dans l'IME, puisqu'on a un IME, on a des représentants aussi de l'IME. Ce groupe de parole et de réflexion essaye depuis 2004 de faire vivre ces questions-là, car toute la difficulté, c'est bien celle-ci, c'est de la faire vivre afin que les professionnels ne se sentent pas non plus isolés face à des situations qu'ils peuvent vivre et qui peuvent les mettre eux aussi en difficulté. Je crois que l'AGED a eu ce souci-là qui remontait depuis des années, et que les professionnels étaient souvent malheureusement isolés face à des situations qui n'étaient pas toujours simples. Donc aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue hiérarchique, mais que ce soit aussi au niveau associatif, on a voulu prendre en compte ces questions-là et les amener à une réflexion plus que de faire des choix directifs ou de théoriser cette question-là, parce que j'en discutais encore avec une maman tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas de théorie justement sur l'accompagnement. S'il y en a une, c'est celle de la prendre en compte autour de ces questions-là. Par contre, il y a des cas individuels à prendre en compte et à accompagner et à réfléchir. Et à chaque fois, c'est différent, c'est adapté et c'est à réadapter. Et là-dessus, ça nous semble extrêmement important que la parole puisse circuler parce qu'il y en a besoin. Et avant tout, d'abord, la parole des personnes accueillies, car ce n'est pas parce qu'on n'interdit plus depuis un peu plus de 12 ans que dans la tête des personnes accueillies, c'est encore, que ça n'existe pas encore. D'ailleurs, j'avais un exemple il y a 2-3 ans, une personne qui était arrivée dans le bureau de la directrice et qui avait fait un pari d'ailleurs avec un éducateur en disant non, mais c'est interdit au foyer, on n'a pas le droit. Il souhaitait inviter son ami dans sa chambre. Voilà, 10 ans après, on voit que ça continue d'exister. Alors il faut aussi essayer de comprendre pourquoi certains le font vivre. C'est peut-être parfois aussi une manière de se protéger. D'autres, c'est parce qu'on n'a pas su nous communiquer, et là-dessus on travaille. On parlait, j'ai entendu tout à l'heure, la charte des droits et libertés. On a parlé de l'article 3. Moi, je me suis arrêté un petit peu sur l'article 9 et l'article 12, qui, eux, parlent de la prise en compte de la vie affective des personnes accueillies dans l'accompagnement et dans le projet personnalisé. Et sur l'article 12, le respect de l'intimité. Et c'est bien, on parlait d'accessibilité tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment envie, et là-dessus on travaille, nous, au niveau du site où je travaille, sur donner la possibilité aux personnes accueillies de prendre en compte tous ces articles, car je trouve qu'ils donnent une ligne de conduite tant aux professionnels qu'aux personnes accueillies dans leurs droits, et
à partir de là, la difficulté, c'est comment on va leur donner en lecture. J'ai entendu parler de lecture facile, donc on travaille aussi là-dessus. Je trouve ça extrêmement intéressant, c'est un beau texte, et je crois qu'on aurait tout intérêt à tous à le prendre en compte dans nos institutions. Je rajouterais... parce qu'ensuite, je pense que j'ai des personnes à côté de moi qui pourront s'exprimer librement sur le sujet, puisque je crois qu'ils ont une vie amoureuse, justement. Moi, je terminerai juste sur 2 petits exemples qui me sont arrivés récemment. Donc, oui, bonjour, monsieur Curien, voilà, c'est ça. C'est Chantal, je la nommerai, qui est venue dans mon bureau me demandant si elle pouvait inviter son amie à dormir dans son lit. Bien embêté qu'on vienne me poser cette question-là, et qui je suis, moi, pour donner une autorisation de ce type-là. Voilà des fois, aux places où on nous met, ce n'est pas toujours très simple. La réponse est oui, oui, elle le peut. Par contre, en effet, nous, notre accompagnement prend en compte aussi la question de la vulnérabilité des personnes accueillies, et qu'à chaque fois, ce qui est demandé aux accompagnants, c'est de vérifier... tant qu'ils le peuvent, le consentement éclairé des personnes dans ce désir-là, et qui soit mutuel. On a vu des évolutions d'ailleurs dans nos structures. De plus en plus, les chambres qui sont d'ailleurs individuelles se sont dotées de lits de 140. Bon, ça doit vouloir dire quelque chose quand même. Et de ce fait-là, toute la difficulté, puisque je crois qu'il y a beaucoup de familles, c'est aussi comment on fait avec ces questions-là. Est-ce que j'aurais dû... alors elle a 35 ans, cette dame. Hein, est-ce que je devrais prévenir la famille de la demande? Je vous laisse la question et je vous laisserai peut-être y répondre. Puisque la question suivante qui m'était posée par un papa, c'est lors d'un stage justement sur le foyer de vie, et qui m'avait sollicité en me disant qu'il me rendait responsable si un monsieur embrassait sa fille sur la bouche. Eh bien, malheureusement, je ne crois pas que je ne puisse être responsable de ça. Mais par contre, je comprends... au-delà j'ai envie de dire, de l'annonce et du choc que ça m'a fait, c'est l'émotion que j'ai pu ressentir et l'inquiétude. Car qui dit personne porteuse de trisomie ou déficiente intellectuelle dit personne vulnérable. Et c'est tout ça qui est à prendre en compte, nous, dans l'accompagnement, mais aussi dans le partenariat qu'on a avec les familles. L'idée de la collaboration, moi, j'aime beaucoup. À partir du moment où, en effet, comme le dit les textes sur la Charte des droits et libertés, c'est que la personne accueillie reste détentrice de son projet personnalisé. Voilà, c'est un petit témoignage que je voulais faire. En tous les cas, moi, je vais continuer de participer à l'Observatoire de la vie affective, sexuelle et couple au sein de l'Alged, qui est très vivant, puisque plein d'exemples nous sont rapportés des institutions. Aujourd'hui, on n'a pas résolu la question d'accueillir des couples. On sait accompagner des personnes qui vivent en couple, c'est-à-dire qui ont une vie de couple, je corrige, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'inviter les uns et les autres dans leur chambre, ça, il n'y a pas de souci. On ne sait pas accueillir pour l'instant dans nos institutions des couples, car on ne sait pas comment non plus les accueillir dans l'après-couple. Un couple se fait, un couple se défait. On ne sait pas trop faire, et ça c'est même, j'allais dire, au niveau administratif et économique. Si on crée des chambres de couple, on fait quoi lorsqu'une personne part? Ça reste des questions ouvertes, on essaye de les travailler, de voir comment justement ne pas se servir non plus de ça comme une barrière, mais comment avancer sur ces questions-là. En tous les cas, je trouve que je remercie l'association où je travaille, parce que c'est des questions qu'ils ont soulevées qui n'étaient pas toujours très, très simples. C'est des questions qui ont ouvert beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, beaucoup d'inquiétudes aussi. Et j'invite à tous les professionnels, en tous les cas, à se poser ces questions-là et à se dire que les familles ont surtout besoin, dans le domaine, d'être rassurées et non d'être pris à mal autour de ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième intervention. Je crois que les questions viendront à la fin.
donc c'est une intervention à 3 voix. À 3 oui, ça voix, marche. c'est ce que j'allais dire. Juste rapidement, un petit point de présentation. Donc, Jennifer Fournier, qui est doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon 2, qui intervient régulièrement, qui anime régulièrement sur Saint-Étienne, notamment des groupes de, comment il faut les appeler, de discussion. Un café discussion, café débat, voilà, avec des personnes en situation de handicap. Elle sera donc accompagnée de Karine Robert et Jérôme Chex, qui sont tous les deux adhérents de Trisomie 21 Loire. Karine est vice-présidente de Trisomie 21 Loire. Tous les deux, Karine et Jérôme, font aussi partie du petit groupe d'autoreprésentants qui se met en place. Voilà, puis après, ils se présenteront un petit peu plus. Merci. En fait, en parallèle de cette thèse que je fais sur la question de la vie intime, amoureuse et sexuelle, je suis aussi intervenante dans les écoles de travail social, donc les discussions m'ont intéressée tout à l'heure. Et puis, je suis aussi animatrice de groupes de parole dans les foyers, à l'heure actuelle, dans les foyers d'hébergement. Voilà. Et peut-être avant de laisser la parole à Jérôme et Karine, je souhaitais vous donner quelques chiffres, quelques statistiques sur la vie en couple, en fait. Selon des statistiques de l'INSEE, alors l'INSEE, c'est un institut avec des scientifiques qui font des études sur la population française, sur la santé, sur tout un tas de domaines différents. Selon les statistiques de l'INSEE, en 2006 en France, près de 60% des personnes de plus de 15 ans sont en couple, et c'est-à-dire plus d'une personne sur 2. À partir de 30 ans et jusqu'à plus de 70 ans, ce sont entre 70 et 80% des personnes qui sont en couple, donc 3 personnes sur 4. En 2006, ces couples-là, près de 80% sont mariés. Toujours selon des statistiques de l'INSEE datant de 2007, les personnes qui ne vivent pas en couple ont une plus grande mortalité, et ce, quel que soit l'âge. Entre 40 et 50 ans, le taux de mortalité est de 2 à 3 fois plus élevé pour les personnes qui vivent seules. Et l'écart se réduit ensuite au fur et à mesure de l'avancée en âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie en couple participe à une meilleure santé. Selon une enquête publiée dans la lettre MIR, qui est une mission recherche, en 2007, en France, 25% des femmes et 22% des hommes en situation de handicap restent définitivement sans union, c'est-à-dire toute leur vie, contre respectivement 4% des femmes et 6% des hommes qui ne présentent pas de déficience. L'extrême difficulté pour accéder à une vie de couple est encore plus prégnante dès lors que la déficience implique la dépendance à une aide humaine. La dépendance à une aide humaine, c'est la situation la plus handicapante, puisqu'alors un homme sur 2 et plus d'une femme sur 2 restent définitivement sans union. Une dernière étude, réalisée en 2008, met en lumière le fait que les personnes ayant déclaré au moins une déficience et vivant en institution sont toujours moins fréquemment mariées, moins fréquemment en couple, ont moins souvent un partenaire sexuel, rencontrent moins souvent ce partenaire et ont beaucoup moins fréquemment un enfant que les personnes vivant à domicile. Cette situation, elle est confirmée, elle est renforcée par des analyses menées en comparant la situation amoureuse et sexuelle des personnes ayant déclaré une même déficience et vivant soit à domicile, soit en institution. En présence d'une déficience motrice ou d'une déficience intellectuelle, la situation des personnes est toujours marquée par un déficit de relations amoureuses ou de relations sexuelles en institution par rapport à celles qui vivent à domicile. Alors, pourquoi ces résultats d'enquête? Pourquoi ces quelques statistiques? Parce qu'on pense parfois que les personnes qui ont une déficience intellectuelle veulent être en couple ou veulent se marier pour adhérer à un idéal type, mari, la maison, etc. Par conformisme, pour faire comme son frère ou pour faire comme tout le monde. Justement, il me semblait important de rappeler combien vivre en couple, c'est l'ordinaire pour la majorité d'entre nous. Mais aussi, et pour reprendre les mots de Charles Gardou, combien cette dimension de l'existence peut continuer à rester le privilège exclusif de quelques-uns, non encore affectés par une déficience, privilège exclusif qui serait donc l'inverse de l'inclusif, pour faire écho.
non encore affectés par une déficience si nous ne sommes pas un tout petit peu vigilants. À cet égard, un certain nombre d'expériences, comme l'accompagnement proposé par Trisomie 21 Loire, contribuent à donner aux personnes davantage d'indépendance, c'est-à-dire pour faire par elles-mêmes, et davantage d'autonomie, c'est-à-dire pour choisir et pour décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes, ce qui évidemment favorise l'accès à une vie en couple. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme et Karine, qui ont très gentiment accepté de nous faire partager leur expérience. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 30 ans. Je suis membre de l'association de Trisomie 21 Loire. Je vis dans mon propre appartement. Les professionnels de SAVS viennent 2 fois par semaine pour m'aider à peu d'entretien, à peu de cuisine. Ma vie amoureuse, pour moi, c'est vivre en couple. Et si on s'aime, alors on a envie de vivre en couple. Moi, je m'appelle Karine. J'ai 28 ans. Moi aussi, je suis membre de l'association Trisomie 21 Loire et élue comme vice-présidente. Je suis propriétaire de mon propre appartement. Je suis en couple avec Jérôme. Quand j'étais à l'école, avant, j'avais une autre amoureuse. Au début, avec Karine, on était amis. Je connaissais ses parents par l'association Trisomie 21 Loire. Puis après, on a été amoureux. On avait tous les deux envie. Mes parents connaissent Karine quand on est su qu'on était amoureux. Il était content. Les parents de Karine étaient ravis. Avant Jérôme, je suis restée pendant 5 ans avec une autre personne. J'ai décidé d'arrêter car c'est une relation qui me faisait du mal. J'en avais parlé avec le psychologue à l'époque. J'avais écrit une lettre à la personne pour lui dire pourquoi je partais. Avec Jérôme, c'était le coup de foudre. On était amis, on faisait des activités, des sorties ensemble, comme j'aimais bien faire ça avec lui. J'avais envie de plus, j'avais envie d'être son amoureuse. Et après, on est partis en vacances ensemble, et c'est là que notre histoire d'amour a commencé. Le quotidien. Depuis le début, chacun a son appartement. On a envie une semaine chez l'un et chez l'autre. On dort ensemble la semaine, parfois pendant le week-end. Au départ, on vit 2 semaines chez l'un et chez l'autre. Karine trouvait que c'était un peu trop long, donc maintenant on a réduit 1 semaine. Au début, les choses sont allées vite. Jérôme voulait aller trop vite. Il voulait me voir plus souvent. Moi aussi, j'étais pressée parce que j'étais prête. Mais je me suis rendu compte que chez moi me manquait et que mes parents me manquaient aussi. Maintenant, ça va mieux, je peux voir tout le monde. Pour s'organiser, on a en parlé avec les professionnels du CVS, c'est le service accompagnement à la vie sociale. Je demande aussi l'avis de mes parents
pour savoir s'ils sont d'accord. Si mes parents disent non et que ça me gêne, j'en discute avec le SAVS. On peut faire une réunion avec mes parents et le SAVS. Si j'ai envie de le faire, c'est moi qui le demande. Les professionnels du SAVS, ils donnent des conseils, ils nous protègent, ils font attention à notre santé et à notre bien-être. C'est important. Avec Karine, ça arrive qu'on s'en fâche, surtout des propres vêtements, parfois. Elle range mes habits alors que je ne veux pas. Si. Ah, merde. Tu avais oublié quelque chose. Excusez-moi. Petite rectification. Au départ, on avait des difficultés pour gérer notre argent. Maintenant, on a résolu ce problème en faisant une cagnotte pour faire les courses, les menus. Ensemble, on a fait les courses. Parfois tous les deux, parfois seuls. Au début, aussi, quand on vit chez Karine, je laisse mes affaires un peu partout. Ça fait poser problème. Maintenant, je fais attention, je range mes affaires. Moi, je suis très organisée. J'organise tout. Si Jérôme a du mal à s'organiser, je peux l'aider. Et puis, j'aime bien que les choses soient rangées. Ça me rend heureuse. Alors que sinon, ça me stresse. Je suis un peu maniaque. Je n'aime pas ce qui traîne. Mais je n'aime pas que ce soit tout le temps moi qui fasse le ménage. Du coup, on fait chacun son tour. Jean fait bien le ménage. Mais si je ne le dis pas, il ne fait pas. Moi, je vois tout de suite quand les affaires ne sont pas rangées ou que l'appartement n'est pas propre. Avec Karine, ça arrive qu'on se fâche, surtout des vêtements, parfois. Elle range mes habits, alors que je ne veux pas. Je préfère le faire moi-même. Maintenant, ça va mieux, on range nos affaires ensemble. Quand on se fâche, après on s'en parle, on résout le problème. C'est Karine qui fait ça. Et elle aime beaucoup parler. Des fois, Jérôme n'ose pas parler. Moi, j'ai plus l'habitude de dire les choses quand ça me gêne. Avec Jérôme, je le ressens quand ça ne m'a pas. Les sorties, vivre en couple, ça promet de faire des sorties ensemble. Par exemple, aller au restaurant, aller au ciné ou faire des magasins. Quand on est chez nous, de temps en temps, on invite des amis. C'est important d'avoir des amis. Mais on a besoin des moments à deux. C'est important. C'est bien que les amis viennent, mais pas tout le temps. Parfois les dimanches, Karine vient chez mes parents. Parfois, ce sont les parents de Karine qui m'invitent. On part en vacances ensemble. Mes parents ont un appartement à la mer et qui nous prêtent. On se fait des soirées aux chandelles, en amoureux. Ça arrive qu'on danse tous les deux. Des fois, pour mon anniversaire, Jérôme me fait des surprises. Ça me fait plaisir, et même Roger des fois. Des fois, je lui offre des fleurs. Karine, il me dit qu'il m'aime, et moi aussi. Je lui dis souvent.
pour moi, l'amour, c'est dormir dans le même lit, se faire des caresses, des câlins. Quand je vois des films d'amour, ça me fait envie et rêver. Quand je pense à l'amour, je regarde des photos de Jérôme. Ce sont ses yeux qui m'attirent, puis aussi son visage et ses mains. Quand il me caresse, je me sens bien. Quand on fait l'amour, on n'a plus envie d'arrêter. Quand on se regarde dans les yeux, ça me fait rêver, ça me fait briller les yeux. Le regard d'amoureux est différent. Il est plus agréable que tous les gens. Jérôme, il parle bien, il chante bien. J'aime bien qu'il chante des chansons d'amour. Des fois, quand il n'est pas là et que je suis triste, je chante des chansons d'amour et je pense à lui. J'aime bien lui écrire des lettres d'amour aussi. Karine aime à écrire plein. J'aime bien quand Jérôme m'écrit aussi. On le fait moins aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on le refasse, ça me manque. Il me le dit, mais ce n'est pas pareil. C'est important d'être un couple, car moi, je n'ai pas envie d'être seul plus tard. Je n'aimerais pas vivre seul. Quand je suis avec Karine, je me sens jamais seul. Parce qu'on parle tout le temps. Quand elle n'est pas là, je mets la télé, ou j'écoute la musique, ou je passe un moment de téléphone. Ça ne me dérange pas être seul. Des fois, ça me fait même du bien. Quand on passe la semaine ensemble, parfois, j'entre chez moi. Au départ, je ne travaillais pas. Et quand je partais au travail, c'était difficile pour moi de rester seul. Maintenant, je travaille en cuisine. Ça va mieux. Je suis moins triste qu'avant. C'est important que chacun travaille, c'est plus équilibré. Le travail, ça fatigue aussi. Donc j'aime bien rester tranquille chez moi, après le travail, plutôt que de sortir. Parce que le problème, c'est que la fatigue me rend triste. Comme je fais beaucoup de choses, des fois, je n'arrive plus à gérer. Avant, je disais tout le temps oui. Maintenant, j'arrive à dire non. Quand Karine est stressée ou énervée, j'arrive de la calmer. Je lui parle, je la lui touche, je lui caresse les bras ou le dos pour la calmer. Ce n'est pas facile d'arriver à se calmer quand on est tout seul. Quand c'est Jérôme qui est énervé, c'est moi qui le calme. Par exemple, je lui fais des massages. D'ailleurs, j'aime partager ça avec lui, mais pas avec d'autres personnes. Les projets. Mon projet, ça serait de vivre ensemble dans le même appartement. Karine a très envie et moi j'ai envie. Mais pas tout de suite. C'est un peu compliqué. On ne sait pas si sera chez moi, chez Karine, ou dans un nouvel appartement. On a déjà parlé des enfants. Moi, je n'en veux pas. Les enfants, c'est beaucoup de choses à gérer. Moi, je n'arriverai pas à gérer tout ça. Je ai parlé avec ma mère une fois. Elle m'a dit qu'à deux, on était bien. Et qu'on pouvait rester comme ça tous les deux.
Du coup, je me protège pour ne pas avoir d'enfant. Au début, je n'aimais pas mon appelant et je me suis dit, mais si j'ai un enfant, je fais quoi? J'étais au planning familial et Jean m'a accompagné. On a parlé de mariage. Aussi, moi, j'ai 30 ans. Je pourrais me marier maintenant. Karine aime beaucoup se marier, c'est son rêve. Et si on se marie, on fera une grande fête. On fera aussi des photos de mariés. Et on peut aussi vous inviter. À tous. À tous. Vers chez moi, il y a un magasin de robes de mariée. À chaque fois que je passe devant, j'y pense. J'y pense aussi quand j'entends les cloches sonner. J'en rêve souvent la nuit. Quand d'autres se marient et mettent des fleurs sur les voitures, ça me fait envie. Moi, j'ai envie que ça se réalise. Quand Jérôme aura envie, moi, je suis prête. J'ai assisté à beaucoup de mariages parce que j'ai une famille nombreuse. Du coup, ça me fait envie. Nous aussi, on peut. Pourquoi eux et pas nous? Pour moi, vivre en couple, ça me rend vraiment heureux. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à vivre des choses avec Jérôme, à rester en amour avec lui. Merci. Je suis désolée, je vais reprendre la parole quelques minutes après le témoignage. En fait, j'ai choisi de mettre en lumière quelques dimensions qui m'ont marquée quand nous avons échangé avec Karine et Jérôme pour préparer l'intervention aujourd'hui. Peut-être la première chose que je voulais vous dire et qui m'a beaucoup marquée, c'est le caractère à la fois singulier et ordinaire de leur histoire. C'est-à-dire que comme toutes les histoires d'amour, elle est unique, elle est particulière, c'est eux, c'est vous deux, seuls, et en même temps, elle est semblable à toutes les autres histoires d'amour. Et ce sont les poètes qui le disent le mieux. Karine et Jérôme parlent de leur amour du quotidien, côte à côte. Louis Aragon aussi, dans un poème qui s'appelle « Nous dormirons ensemble » et que j'ai très envie de vous lire. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain, je n'ai plus que toi de chemin, j'ai mis mon cœur entre tes mains. Avec le tien comme il va l'amble, tout ce qu'il y a de temps humain, nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut sera, le ciel est sur nous comme un drap, j'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que j'en tremble, aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Aragon dit le rêve de tous les hommes, il le dit aussi pour Jérôme et Karine, nous dormirons ensemble. Leur expérience rappelle aussi que les difficultés concernent, comme pour tout un chacun, l'organisation du quotidien. On ne peut pas tout anticiper. Il s'agit de traverser des moments de désaccord, des moments de déséquilibre. Il faut apprendre à aménager pour que les choses soient acceptables pour l'un et pour l'autre. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs petites questions. Quelles sont les personnes dans cette salle qui n'ont pas été contraintes de trouver des aménagements et des consensus pour vivre en couple? Qu'ils lèvent la main, je suis prête à les rencontrer et j'aurai grand plaisir à échanger avec eux. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour construire cette intervention et j'ai été marquée par le respect mutuel, par l'attention et aussi par le souci d'équité qu'ont Jérôme et Karine dans l'approche des questions qui se posent. Leur relation amoureuse n'est ni déficiente ni handicapée.
Si l'expérience de Jérôme et Karine ressemble à celle d'autres personnes, il ne s'agit en aucun cas de faire disparaître ou de nier les difficultés rencontrées. La vulnérabilité, la fragilité apparaît lorsqu'il est question de se confronter à un autre qui risque de ne pas être d'accord. Ce sont alors les professionnels du SAVS qui sont convoqués quand les personnes doutent de leur capacité à faire valoir leur point de vue auprès de l'entourage, famille, compagnons, amis. Je ne crois pas qu'elles doutent de la légitimité de ce qu'elles désirent, elles, mais par contre, elles doutent de leur capacité à se faire entendre et à convaincre les autres. La dimension de compensation du handicap qu'on a évoquée se situe donc là, dans cet accompagnement, dans la sécurité apportée, dans la façon dont les professionnels sont vécus comme des soutiens. Ces professionnels semblent d'ailleurs investis d'une confiance en lien avec une certaine neutralité et une véritable capacité de triangulation. Les professionnels ne pénètrent pas les dimensions de la vie des personnes pour lesquelles ils ne sont pas sollicités. Ils sont obligés d'intégrer dans leur accompagnement la problématique du risque. Je viens faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Ils sont obligés d'intégrer cette problématique du risque parce que les personnes vivent seules et qu'il n'y a pas quelqu'un en permanence derrière elles. Pour autant, ils ne renoncent pas à exercer une influence éducative. Ils trouvent des solutions qui permettent la régulation des difficultés. Ils proposent des bricolages suffisamment pertinents pour que les personnes les reconnaissent comme nécessaires et se les approprient. Ceci met en lumière la légitimité, la qualité de l'accompagnement qui existe dans la mesure où le professionnel intervient sur des territoires où les personnes reconnaissent la nécessité de cette intervention parce qu'elles s'y vivent comme fragiles. Ce point fait écho, et je terminerai par là, à une étude conduite en 2004 en France afin de mieux connaître les parents ayant une déficience intellectuelle. La recherche montre que les effets positifs des soutiens, famille ou professionnels, existent dès lors que l'aide arrive sur des dimensions pour lesquelles les parents ayant une déficience intellectuelle perçoivent et reconnaissent leur besoin d'être aidés. Les interventions qui sont effectuées sans demande, sans adhésion des personnes, ont peu d'effets positifs et contribuent même à les disqualifier. Nous bouclons ainsi la boucle en rejoignant le propos de Cécile Dupas sur le nécessaire développement de la démarche d'autodétermination des personnes en situation de handicap afin de leur permettre de s'exprimer, de choisir et de participer aux choses qui les concernent. La vraie liberté, disait Michel de Montaigne, est de pouvoir faire toute chose pour soi. À bon entendeur, merci à vous. On a un petit temps de questions, de réactions. Oui. J'en avais une qui s'adresse plus particulièrement à M. Curien, mais pas forcément. Vous parliez tout à l'heure à la question « Est-ce que je peux inviter Paul dans ma chambre ?» Vous avez dit que la question était de voir... je ne me souviens plus exactement de votre terme, mais le sens de ma question, ça rebondit sur l'intervention de tout à l'heure et sur les influences. C'est-à-dire, comment est-ce que vous arrivez à faire le tri ? Je pense que c'est par l'histoire et la durée de l'histoire, mais quand c'est un peu court, être sûr qu'il n'y ait pas d'influence dans la décision, être sûr que c'est bien une autodétermination et pas une personne sous influence, sous l'influence de l'autre, avant de dire oui. Merci, vous avez raison, c'est extrêmement compliqué. En effet, la personne en l'occurrence, je la connais depuis à peu près une dizaine d'années. Je connais un petit peu sa vie affective, au départ parce que je l'ai eu accompagnée, et même si aujourd'hui je suis dans les organisations, je la connaissais un peu. Donc ça facilite les choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors à ce moment-là, on s'appuie aussi sur ceux qui accompagnent au plus près les personnes, les éducateurs, on en a parlé tout à l'heure. On leur demande d'avoir un rôle essentiel dans l'accompagnement et dans l'observation de ce qu'ils peuvent voir chez la personne sans pour autant s'initier et sans pour autant, on parlait tout à l'heure
d'expliquer les choses simplement. Moi, je suis parfois embêté même de les expliquer, parce que vous avez raison, même quand on les explique, souvent et parfois, on influence. Donc toute la difficulté, c'est comment amener la personne à dire ce qu'elle a envie de dire, sans être non plus fort de proposition, parce qu'on serait déjà dans quelque chose d'orienté. Donc je vous rejoins complètement. C'est parfois un peu subjectif, mais on essaye tant bien que mal d'être vigilant à lorsqu'une décision, en l'occurrence, est prise, que on va dire qu'on aura bien balayé l'ensemble des tenants et des aboutissants concernant la situation. Je réagirais volontiers à cette question du consentement éclairé que vous souleviez aussi tout à l'heure, qui est une question difficile parce que je crois que dans le consentement, il y a toujours une part d'ombre, il n'est pas 100% éclairé, et que accompagner des personnes qui ont des fragilités, c'est nécessairement une prise de risque, et que à vouloir absolument faire qu'il n'y ait aucun risque, en fait, on les empêche juste de vivre. Mais c'est des vraies questions, elles sont très difficiles, et le consentement éclairé ne l'est pour personne. On a tous une part d'ombre dans le consentement, ne serait-ce que parce qu'on a un inconscient, parce qu'on ne maîtrise juste pas tout ce qui se passe. Voilà. Donc accompagner autour de la question du consentement éclairé, c'est forcément une prise de risque, c'est forcément des doutes et des incertitudes. Après, c'est comment on construit un certain nombre de propositions et de dispositifs pour accompagner cette prise de risque, que les personnes ne soient pas toutes seules. Voilà, je crois. Et ça sous-entend non seulement un accompagnement de la prise de risque, mais une évaluation de la situation après. C'est-à-dire de prendre en compte leur vécu de ce début de vie de couple, en vérifiant bien que derrière, c'est bien ce qui était attendu, qu'il y a bien un bénéfice pour les deux. Vous le disiez, on le sait, c'est prouvé. La vie en couple permet de vivre plus vieux et mieux. Donc de vérifier derrière que c'est bien une réponse à leurs aspirations et pas aux aspirations d'un seul. Ça, c'est fondamental. Donc la vigilance, elle est en amont, et effectivement avec une prise de risque, et elle doit être en aval pour rassurer aussi la famille en disant mais on est là, on est aussi là pour voir, c'est l'équipe éducative, quand je dis, c'est de voir derrière et de vérifier que tout se passe bien après. Et c'est vrai que ce témoignage, moi je les remercie d'être venus, parce que c'est vraiment un témoignage de réflexion et de pondération, et de maturité, je dirais, qui est impressionnant. Salomé ? Moi, je vis actuellement en couple depuis à peu près une vingtaine d'années, et moi, je suis autonome. Je trouve ça très beau de vivre en couple, mais ce que je trouve dommage, moi j'ai fait partie des SAVS, qu'il n'y ait pas assez de structures assez régulières pour venir nous aider quand on est complètement autonome. Pendant plus régulier, plus longtemps, et c'est vraiment dommage, et ça serait bien de le créer, je pense. Oui, mais vous avez raison aussi, c'est que dans les SAVS, alors je ne sais plus, mais je crois que c'est un peu comme dans les mesures de protection, quand on a parlé de tutelle, je crois qu'il y a un nombre de personnes accueillies, suivies par un éducateur. Donc en effet, j'ai entendu tout à l'heure parler de 1 ou 2 passages par semaine dans votre appartement, peut-être plus régulièrement lorsque cela semble nécessaire, peut-être un peu moins lorsqu'on sent que ça va bien. Je crois que c'est quelque chose qui se régule au niveau des services d'accompagnement à la vie sociale, mais vous avez raison, il n'y a jamais assez d'éducateurs, voilà, mais on le dit aussi dans les institutions, mais après il y a aussi l'aspect financier, et ça on est obligé de faire avec, et je peux vous assurer qu'on ne va pas vers le plus. Je voulais beaucoup leur féliciter, et bon courage pour la suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Il faut appuyer sur le petit bouton. D'accord.
Voilà, donc là, c'est une très belle histoire d'amour, mais toute histoire d'amour comporte des risques. Et il y a des amours qui finissent mal. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est en institution, en foyer, quand il y a une proximité. Tout à l'heure, Franck parlait de chambres de couple, effectivement, mais même si les chambres sont à côté, comment ça se passe à ce moment-là? Quel accompagnement de la personne qui est laissée, entre guillemets, parce que c'est quand même celle qui souffre le plus. Voilà. Vous avez raison. C'est extrêmement compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On ne cesse d'apprendre à fur et à mesure, parce que aussi, il faut savoir que de par l'histoire des institutions, alors je parlais tout à l'heure qu'il y a une décennie, on parlait d'interdit. C'est pas pour ça qu'il se passait rien, bien au contraire, sauf que c'était pas au regard d'eux. Aujourd'hui, c'est un peu plus mis à jour, et tant mieux, ça permet de mieux accompagner. Ça reste compliqué, parce qu'en effet, il y a des histoires qui se font et des histoires qui se défont. On sait de mieux en mieux accompagner les histoires qui se font. On apprend encore beaucoup sur les histoires qui se défont, parce qu'en effet, vous avez raison, dans les institutions, le phénomène d'accompagnement s'organise souvent autour de groupes. Alors même si on a des chambres individuelles, c'est compliqué quand même de vivre à côté de celui qu'on vient de quitter. Toute la difficulté, c'est que ça engendre forcément un déménagement lorsque l'institution le permet. Voilà, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a eu, en l'occurrence, puisque je sais à quelle histoire vous faites référence, un temps pour moi trop long, en tout cas, pour la personne d'avoir dû vivre à côté de la personne qui l'avait quitté, et c'est suffisamment triste sans pour autant rajouter de la tragédie à cette histoire-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pardon. Oui. Moi, j'étais très intéressé par ce témoignage. J'avais quand même une question, parce que lorsque vous vous occupez d'associations et qu'on accepte le principe de la vie de couple, en cas de défaut de protection, et si je puis parler d'accident se produit, à ce moment-là, ce sont les parents qui assument. Et c'est là la grande difficulté, à mon avis, de ce type de situation, que j'espère ne jamais connaître, mais sachez que c'est un problème extrêmement complexe. Et j'aimerais bien savoir comment réagit le représentant de l'Alged sur ce type de problème. Je sais pas. Moi, Si vous voulez, il y a une responsabilité des organismes qui ont la garde. Donc c'est une question qui est redoutable et sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis, parce que nous sommes tous confrontés en tant que gestionnaires d'établissements à ce type de situation. Et je crois qu'on ne peut pas l'éluder dans ce dialogue. Oui, il n'empêche, ce que je disais juste avant, c'est que le fonctionnement de l'interdit